la réussite qu'a été le Comte de Monte Cristo, Pierre Niney est de retour dans nos salles obscures pour un film en compagnie de son réalisateur fétiche. Que vaut ce retour ? Vaut-il vraiment le coup d'être vu au vu de sa stratégie marketing aux petits oignons ? Alors ça y est, nous y est. Je vous avais dit que j'aurais mon ticket. Prenez un chewing-gum. Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Wow, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi que tu parles, enculé. C'est à moi que tu parles, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. C'est juste que dedans, c'est pas suffisant. Bah c'est pas faux. Vers l'infini et au-delà. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mercredi qui parlera donc des sorties cinéma de la semaine. On va parler aujourd'hui des films sortis au cinéma et surtout que j'ai vus au cinéma du 26 janvier au 1er février. Nous allons pouvoir parler de 4 films. Aujourd'hui, au programme, nous avons Gourou, nous avons Furciné Libre, Reconnu Coupable et Nuremberg. Mais avant de commencer ce magnifique programme, je vous invite bien évidemment à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, car je vous rappelle que ces films-là, je les ai généralement déjà traités lors de Reels, de TikTok, tout ça sur mon Instagram Gando.04, TikTok Gando1064 et YouTube Gando04. On y est bien, vous pouvez y suivre toute mon actualité, bref, c'est trop cool. Et puis, j'ai rajouté il y a pas longtemps un petit lien où vous pouvez retrouver toutes mes actualités, tous mes réseaux, mon Letterboxd, mes YouTube, Spotify, tout ça. Vous pouvez retrouver tous mes contenus sur ce lien-là. Normalement, vous pouvez aller les voir sur la description. Allez, on perd pas plus de temps, on commence par le premier film, le film événement, car il y a Pierre Niney dans le rôle titre, Gourou. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce que t'as fait ? Je préfère être honnête avec vous. Voilà. Ça fait une semaine que j'ai vu le film et je ne sais toujours pas quoi en penser. Ça a beau se triturer dans ma tête. J'ai beau y réfléchir plusieurs fois. J'ai beau avoir relu mes notes sur ce fameux carnet des milliers de fois, le film me laisse perplexe. Et alors, il n'est pas mauvais, mais il a de sacrés défauts tout de même. Puis je le trouve un peu dangereux, notamment avec le sujet qu'il va aborder. Laissez-moi m'expliquer, ça va être plutôt simple à comprendre. Le film est réalisé par Yann Gozlan, le réalisateur derrière Dalloway, le film qui est sorti l'année dernière que j'ai trouvé plutôt surprenant et que j'avais trouvé un peu sous-coté, qui jouait avec une certaine limite entre fiction et réalité sans être le « attention, l'IA c'est trop dangereux, bou 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 ». Et il avait aussi réalisé Vision que je n'avais pas vu, ou encore Boîte Noire que je n'ai toujours pas vu également, et Un homme idéal. Ces deux derniers films qui sont avec Pierre Niney. Gourou raconte l'histoire de Coach Matt, coach en développement personnel le plus connu de France. Le problème, c'est que le Sénat compte mettre en place une loi obligeant tous les coachs en développement personnel d'avoir un diplôme d'État. Matt n'ayant même pas son bac, autant dire qu'il flippe un petit peu dans son caleçon. Je vous propose, avant toute chose, d'aborder un problème vis-à-vis de ce film, qui ne regarde que moi évidemment, mais je crois que c'est un problème qui est soulevé par pas mal de gens. J'aimerais qu'on parle de l'hypocrisie des spectateurs, votre hypocrisie est très certainement la mienne, et puis j'aimerais qu'on parle de l'ego de Pierre Niney. Pourtant c'est un acteur que j'adore, j'aime beaucoup Pierre Niney, y a pas de souci, je trouve qu'il joue excellemment bien, même dans Gourou, je trouve qu'il joue excellemment bien, mais le fait est qu'il a un ego. Je lui jette pas la pierre, c'est normal d'avoir un ego lorsqu'on est une star comme lui. Ce film n'est vendu qu'autour du fait que c'est le nouveau film de Pierre Niney. Il est vraiment fait pour capitaliser autour du succès qu'a eu le Comte de Monte Cristo. C'est-à-dire que, dès la fin de la diffusion du Comte de Monte Cristo, dès que le film est sorti de nos salles, on nous a annoncé le nouveau film avec Pierre Niney. On nous a annoncé Gourou. On nous a sorti
la première image du film assez rapidement. L'affiche qu'on nous sort ne se contente que de n'être le visage de Pierre Ninet. Il y a rien d'autre, il y a que la gueule de Pierre Ninet. Parce que Pierre Ninet fait vendre. On nous dit que ce sera le premier rôle de Ninet où il dévoilera une part sombre. La bande-annonce ne dévoile rien du tout. C'est pas plus mal les bandes-annonces qui dévoilent rien du tout en vrai. Mais elle ne dévoile rien, non pas parce que l'histoire a besoin de ne pas être racontée dans la bande-annonce, non. Elle ne dévoile rien, surtout parce qu'elle sait que le film fera beaucoup d'entrées. Pour une seule et unique raison, Pierre Ninet. Et j'aimerais que l'on fasse un exercice de bonne foi, tous ensemble. Qu'on mette de côté notre mauvaise foi et qu'on soit plutôt honnête avec nous-mêmes. Il nous faut de l'honnêteté intellectuelle dans ce monde, alors voici ma question. Seriez-vous allé voir Gourou s'il n'y avait pas Pierre Ninet? Seriez-vous allé voir un film dont le synopsis est tel que je vous l'ai raconté au début, réalisé par Yann Gozlan, s'il n'y avait pas eu Pierre Ninet? Je pense que la majorité vous me diriez non. Vous n'iriez pas aller voir ce film-là, si vous faites preuve de bonne foi. Ceux qui me disent oui, je serais tout de même allé voir le film, je pense que vous vous mentez à vous-même. Même si je pense qu'il y a une infime partie de ceux qui disent « Oui, je serais quand même allé voir le film », qui disent très certainement la vérité également. On soit bien d'accord, ce n'est clairement pas le réalisateur Yann Gozlan qui a fait bouger les foules. Parce que au vu du four qu'ont été ces deux derniers films, tels que Vision et Dalloway, malgré le succès de Boîte Noire, mais Boîte Noire c'était avec qui? C'était avec Pierre Ninet, bien joué, vous êtes très très fort. Et voilà, Vision, qui était avec Mathieu Kassovitz, et Dalloway, qui était avec Cécile de France, et Peter Skarsgård, ces deux films-là ont fait un four. Pierre Ninet sait qu'il fait vendre les tickets. Pierre Ninet sait qu'il a juste besoin, lui-même, de faire la pub pour son film, et son film va faire vendre et faire un max d'entrées. Du coup, c'est qui s'occupe du marketing? C'est qui se déplace pour faire des interviews absolument partout, à nous bombarder nos cerveaux jusque sur YouTube, TikTok? Qui se déplace pour faire des sortes de rencontres en tant que coach maths? Avec qui est organisée une rencontre exceptionnelle si on a un ticket comme preuve qu'on a vu le film? Qui fait des déplacements dans toute la France pour faire des sortes de rencontres surprises dans les cinémas? Une seule et unique personne, Pierre Ninet. Et absolument pas le reste du cast. Et je trouve hypocrite le fait que l'on se déplace uniquement pour un acteur, juste pour le star power. Aussi bon soit-il, hein, Pierre Ninet est bon, encore une fois, je dis pas le contraire. Parce que peu importe le film, on ne va pas voir un film qui parle d'un coach en développement personnel qui peut être intéressant. Non. On va voir le nouveau Pierre Ninet. Et du coup, on en profite pour encenser le réalisateur Yann Gozlan, mais à côté, on ne verra pas ses dernières sorties s'il n'y a pas Pierre Ninet à l'intérieur. Non, on s'en fout de Yann Gozlan s'il n'y a pas Pierre Ninet à l'intérieur. Parce que Dalloway ou Vision, on s'en fout, on l'a pas vu, c'est de la merde. Mais par contre, dès qu'il y a Pierre Ninet, on va regarder. Et ça montre, du coup, une évolution du cinéma français qui va petit à petit s'américaniser, que on va voir les films pour le star power, pour les stars. Et attention, je dis pas que c'est mal. J'aurais très certainement fait la même chose, moi, si je n'étais pas là à faire mes vidéos et mes critiques et à regarder le plus de films possible au cinéma. Non, j'aurais très certainement fait la même chose. J'aurais vu, oh là là, il y a le nouveau Pierre Ninet qui sort, vas-y, je vais aller le voir. J'aurais fait la même chose. Je suis très admiratif du parcours de Pierre Ninet. C'est une personnalité que j'aime beaucoup pour les valeurs qu'il prône et aussi pour le parcours qu'il a. Et puis en plus, ça fait déplacer des gens au cinéma. Et vous savez que je défends le cinéma, donc moi, il n'y a pas de souci. Mais cela ne prouve qu'une chose. C'est que la plupart des gens ne se déplacent au cinéma que pour des événements. Le dernier Marvel, le prochain Timothée Chalamet. Parce que, qu'on soit bien d'accord, Marty Suprême, là, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a Timothée Chalamet à l'intérieur. Tout le monde s'en fout d'une histoire d'un gars qui fait du ping-pong. En vérité, c'est Timothée Chalamet qui fait vendre. À côté, le public laisse tomber des films qui pourtant mériteraient leur chance. Et s'il vous plaît, pour le cinéma, pour notre culture, et surtout pour combattre les idées d'extrême droite qui ne se contentent de dire que le cinéma se meurt et que le CNC ne finance que des films de gauchos wokistes. Allez voir des films autres que les grands événements. Parce que du coup, on va se retrouver qu'avec des films aseptisés, des films lisses, comme Gourou, mais on va en parler juste après. Sans vision artistique, comme Gourou, mais on va en parler juste après. Qui feront des records au box-office, comme Gourou, mais on va en parler juste après. Parce que c'est ce que l'extrême droite veut, que des films aseptisés qui ne racontent rien politiquement. Supprimer le CNC parce que soi-disant ce sont des impôts qui financent des films de gauchos wokistes. C'est ce qui est faux, hein.
Informez-vous sur le CNC s'il vous plaît, c'est faux, je vais pas expliquer ce que c'est le CNC là tout de suite maintenant. Et ne gardez les soi-disant bons films. Les bons films qui pour eux sont ceux qui font le plus d'entrées. Juste regarder l'interview de Sébastien Chenu à côté. Se retrouver donc avec que des cinémas qui sont Les Tuches ou Gourou. Pas forcément drôles, sans vision artistique, sans vision politique, lisses et qui ne feront surtout pas de vagues. Ce n'est pas ça que le cinéma mérite. Réveillez-vous, allez voir d'autres films français qui valent le coup et qui portent des valeurs, de droite ou de gauche, peu importe. Ceci étant dit, que vaut Gourou ? Eh ben, je trouve que c'est un film pas terrible, en somme. Pourquoi ? Parce que malgré toutes les dégueulasseries que va faire son personnage principal, jamais il ne se remettra en question. Jamais il ne remettra en question ses agissements. Puis même le thème du coach en développement personnel qui devient une sorte de gourou est vraiment très intéressant à aborder. Mais c'est un film qui, du coup, comme je vous l'ai dit, est aseptisé et très lisse, qui sera frileux à l'idée de critiquer le métier. Il ne va jamais vraiment le faire. Il va nous dire, peut-être au bout d'un moment, mais vraiment du bout des lèvres, hein, oh, Coach Matt est un con, hein, mais vraiment du bout des lèvres. Mais il va nous dire aussi... Mais il existe des bons coachs en développement personnel, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, s'ils sont bons, c'est qu'ils sont porteurs d'un diplôme d'État. Pas forcément, hein. Et puis, vraiment, si vous avez besoin d'aide dans vos vies, allez voir un psychologue. C'est bien mieux. Puis même, à quel moment un gars qui est autant suivi que ce coach-là en France se retrouve complètement déstabilisé par une commission d'enquête du Sénat ? Juste regardez 2 secondes ce qui se passe dans la vraie vie. Avec Alexis Tchun. Il n'a pas du tout été déstabilisé par l'Assemblée nationale. Les gens l'ont fait chier, il a raccroché. Basta. En termes de réalisation, arrêtons de faire nos suceurs sur Ryan Gosling juste parce qu'il fait un super film avec Pierre Niney. Non. C'est une réalisation qui, lorsque Pierre Niney sera pas content, va aborder une couleur rougeâtre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est subtil! Ah bah on n'est pas content, ça devient rouge. C'est bizarre. Et puis, est-ce que vous avez vu les abdos de Pierre Niney, comment ils sont beaux? Oh là là, c'est une réalisation qui va se contenter que de mettre en avant son acteur principal. Que ce soit comme ça en tant qu'acteur, ou même son physique, parce que les abdos de Pierre Niney... Mais du coup, ça va faire que les autres personnages seront inexistants. Même la femme de Matt n'aura aucun impact, si ce n'est de dire « Quoi ? Oh non, sérieux, Matt !» Personne n'aura d'impact à part Pierre Niney. Il est le centre du film, il le sait, on le sait. Il est tellement au centre de tout que je vous poserai également une autre question. Verriez-vous Pierre Niney jouer un second rôle aujourd'hui, en 2026 ? Je vais reprendre une phrase que j'ai entendue sur internet. Je cite, « Aujourd'hui, ce n'est plus Pierre Niney qui est au service de ses personnages, ce sont ces personnages qui sont au service de Pierre Niney. » Et puis, je n'ajouterai rien sur le fait qu'il y a une trop longue séquence sur TPMP et Cyril Hanouna. Je trouve que le mettre en avant sur ce sujet est vraiment très contre-productif, parce que niveau gourou, il connaît. Allez, on enchaîne avec un film qui parle d'un sujet un peu touchy, mais qui est français. On parle de Furcy, né libre. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice ? Quand on a été esclave, on l'est toute sa vie. Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ? Le film est réalisé par Abdal Malik, le réalisateur derrière Qu'Allah bénisse la France, sorti en 2014, donc ça fait bien longtemps qu'il n'est pas venu faire un tour sur nos salles obscures. Le film est avec Makita Samba, Anna Girardot, Romain Duris et Vincent McCain. Le film nous raconte l'histoire de Furcy, un esclave des années 1810, qui se rend compte que sa mère avait été affranchie il y a 30 ans. La loi stipulait que lorsque la mère était affranchie, le fils l'est aussi. Ainsi, une bataille juridique entre lui et son maître se crée. Comment ne pas comparer un minimum ce film avec Ni chienne ni maître, sorti il y a 2 ans, que j'avais trouvé horrible. Voilà, parce qu'on partait dans un délire un peu trop mystique, quasi onirique, qui me déplaisait au vu du thème abordé, qui pourtant est un thème qui est intéressant et qui est toujours vu d'un mauvais œil de la part de certaines personnes qui veulent rejeter notre passé colonial. Ici, on va vraiment rester terre à terre. On va nous montrer des scènes violentes, des propos crus et complètement racistes, hein. On va pas se mentir, sauf qu'à l'époque, force est de constater que on pensait comme ça. On était réellement raciste. Et puis, on va
en apprendre un peu sur la justice réservée aux esclaves à ce moment-là, avec notamment le fameux Code Noir, qui est d'une monstruosité juridique sans nom. Et vraiment, ce Code Noir, je vous conseille de chercher un petit peu ce qu'est le Code Noir, ou au moins regarder le film pour ça, parce que c'est vraiment un texte qui va dire « Les Noirs, ce sont des meubles. Les Noirs, ce sont des objets. Les Noirs appartiennent à des... » C'est horrible ce qui est dit dedans, et pourtant, c'est ce qui avait marqué noir sur blanc sur un livre juridique, un texte juridique français. Voilà, ça fait partie de notre passé colonial, il faut l'accepter tel quel. Et vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime beaucoup les films de procès. Et ben là, ça n'a pas loupé, parce que j'ai bien aimé les procès, avec leurs rebondissements, leurs twists, leurs questionnements autour de la question de l'esclavagisme, ce que ça causait à l'époque de remettre en question un pilier sociétal tel que l'esclavagisme en tant qu'esclave, ou même en tant que blanc, parce que même les blancs qui vont défendre les esclaves vont se retrouver complètement harcelés par les maîtres, complètement mis de côté dans la société, parce qu'ils osent défendre des classes inférieures telles que les esclaves. Attention, hein, je le pense pas. Et j'ai vraiment et réellement appris des choses dans ce film-là. Et pourtant, j'ai 2 années de licence d'histoire dans la poche, et je suis plutôt un passionné d'histoire. Et pourtant, j'ai appris des choses dans ce film. Donc je vous conseille vraiment pour apprendre des choses sur notre passé colonial. Même si, effectivement, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est un film qui était très théâtral. Sauf que force est de constater que le tribunal est un lieu de théâtre, de représentation. Et que prendre Romain Duris et Vincent McCain en tant qu'acteurs, bah vous étonnez pas que vous vous retrouvez avec un petit côté théâtral, c'est normal. Le seul moment où j'ai un peu moins aimé, c'était la longue partie où Furcy se retrouve dans l'île Maurice, que je trouve un peu long parce que ça va rien apporter réellement au récit. Même si c'est une véritable histoire, donc c'est normal qu'ils le mettent, mais je trouve qu'il y aurait d'autres façons pour le film, pour moins me faire endurer cette partie-là. Parce qu'il y a vraiment un saut dans le temps, où on va se retrouver en 1824, qui va servir à rien, qui va durer 5 minutes, qui va rien raconter, et puis bam, on va m'envoyer en 1831. Donc ouais, j'ai pas tout suivi, donc c'était un peu long pour moi. La seconde partie me perd un peu plus en termes de cohérence. Il y a des retournements de veste sans prévenir, des morts sans prévenir, surtout quand un personnage avait un minimum de développement dans l'histoire. L'idée c'est d'être un minimum prévenu, d'expliquer pourquoi. Puis le deuxième procès m'a un peu perdu, même si à la fin j'ai compris, mais enfin voilà, ça s'est perdu dans des jargons, dans des trucs un peu juridiques où là, les personnages vont moins nous prendre par la main, et puis ça tente des choses en termes de réalisation dans ce deuxième procès, avec des changements de luminosité, des gros plans sur les visages bien dégueulasses et un peu gênants, je vais pas vous le cacher, qui m'ont un peu moins plu. C'est un film important, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais est-ce que c'est assez bien amené ? J'en ai des doutes. Allez, on enchaîne avec un film américain avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson. Vous en avez très certainement pas entendu parler, et pourtant, le film a visiblement été bazardé par les studios. On va parler de Reconnu coupable. Monsieur Raven, le temps presse. Dans quoi tu nous as embarqués ? Il y a une bombe dans ce camion. Il se dirige vers le centre-ville. L'objectif, c'était pas ma femme. En fait, c'est moi. Et vous. Manox, sortez-moi de là ! Reconnu coupable est un film réalisé par Timur Bekmambetov, le réalisateur derrière Wanted, Nightwatch ou encore Ben-Hur. Le long métrage nous raconte l'histoire du lieutenant Chris Raven de la brigade criminelle de Los Angeles qui se retrouve dans un procès présidé par un juge intelligence artificielle. Tribunal qui part du principe que tu es coupable, mais que tu as le droit à 1h30 pour prouver ta non-culpabilité, ton innocence. Chris Raven a été accusé du meurtre de sa femme, un compte à rebours est donc lancé pour prouver son innocence. Et bah étonnamment, j'ai plutôt apprécié le film, même si, on va pas se le cacher, il a plusieurs fois failli me vomir, parce que à chaque plan qu'il y avait sur l'intelligence artificielle, il faisait des espèces de zoom, de dézoom, de décalage de caméra, parce qu'il y a un onglet qui doit être montré. Voilà, le montage est très épileptique, on va pas se le cacher, alors même si
ça va marcher parce qu'on va nous mettre sous tension pendant toute l'heure et demie du film, mais voilà, ces espèces de zoom et dézoom au bout d'un moment, ça faisait beaucoup. Parce que oui, le dispositif de ce film est pour le moins très intéressant. Tout le long du film, on va rester sur un champ contre champ entre Chris et l'intelligence artificielle. Et le reste des éléments nous seront montrés par l'intelligence artificielle à travers des images d'archives, des vidéos, des caméras, etc., etc. Même les interactions directes, on sera à travers une caméra, un appel visio, un zoom, tout ça. Et je trouve ça plutôt intéressant comme dispositif. On est dans un film dystopique qui se déroule en 2029, où la population part complètement en couille, avec des manifestations, la délinquance qui est au plus haut, et le seul moyen que la brigade criminelle a trouvé pour baisser cette violence-là, c'est l'intelligence artificielle, c'est un tribunal avec l'intelligence artificielle. Parce que du coup, tout ce qui est administratif de justice va complètement être mis de côté, et ça sera juste l'intelligence artificielle qui va prendre en compte si la personne est oui ou non coupable à travers toutes les informations dont elle a besoin, c'est-à-dire absolument tout. Parce qu'on lui laisse l'accès total à toutes les archives, etc., etc. Et ce fameux lieutenant Raven, il va être l'instigateur même de ce tribunal fait par l'intelligence artificielle. Donc, il y a un message et un questionnement qui est donc posé par le film, qui est pour le moins intéressant, parce que du coup, le film va prendre parti vis-à-vis de cette question-là. Est-ce que le système dont les accusés sont désignés coupables d'office n'est pas juste un tribunal d'exécution sans recul judiciaire, parce que l'intelligence artificielle va prendre, et elle le dit elle-même, va prendre en compte que des éléments factuels, va prendre en compte que des éléments qu'elle a à travers les caméras, à travers les images d'archives, à travers ce qu'elle pense que l'être humain pense. Sauf que, à un moment donné, Raven va arriver, il va dire, bah ouais, mais non, il y a l'instinct aussi en tant que juge, il y a l'instinct policier, il y a le comportement humain qui est parfois imprévisible par l'intelligence artificielle, qui fait que l'intelligence artificielle ne peut pas forcément tout juger. Et ce qui fait que Raven va se retrouver à la merci de son propre piège. Parce que du coup, le système où les personnes sont désignées coupables d'office, c'est lui qui l'a instigé. Et en fait, il va se retrouver complètement bloqué à se dire « Oh putain, j'ai 1h30 à prouver mon innocence sur une enquête où je suis complètement désigné coupable. » Parce que effectivement, dès que tu regardes au premier abord, dans l'enquête, on va pas se le cacher, tout tourne vers Raven. Et c'est là où le film devient intéressant, parce que il va se positionner et être plutôt clair concernant l'importance que prend l'IA sur nos sociétés. Et cette question interviendra sur un personnage, qui est la coéquipière de Chris, qui considère que si Chris et dans le tribunal, il y a une raison. Et que si l'intelligence artificielle considère qu'il est coupable, alors elle n'interviendra pas pour l'aider. Et juste pour montrer que le système fonctionne et que l'intelligence artificielle a le droit d'exister en tant que tribunal. Même si je trouve qu'on n'insiste pas assez dessus et on n'insiste pas sur des éléments que pourtant le film nous met à disposition, notamment avec le personnage de la fille de Chris, qui a un compte Insta où on comprend assez rapidement qu'elle est anti-IA, mais ça sera pas appuyé par le film. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant de voir le père et la fille, avoir un espèce de débat entre eux, entre Chris qui est pour l'intelligence artificielle et sa fille qui est contre. Je pense qu'on aurait pu avoir un débat plutôt intéressant. Puis l'enquête est bien amenée, compréhensible, mais malheureusement je vais pas vous spoiler, donc j'en dirai pas plus. Bref, c'est plutôt un film qui est à voir pour se détendre, pour poser son cerveau et pour voir Chris Pratt, parce que malgré tout, il porte le film quasiment à lui tout seul, parce que Rebecca Ferguson joue le rôle d'une intelligence artificielle sans âme et sans émotion. On n'est pas non plus sur un niveau d'acting incroyable. Allez, on termine le programme de cette vidéo par un film qui aborde aussi une question assez préoccupante. On va parler de Nuremberg. Vous allez tout droit dans un piège. Nous ne serons capables de mettre fin à toutes les oppressions que si nous parvenons à obliger tous les hommes à répondre de leurs actes devant la loi. Pour que ça ne se reproduise plus jamais. Le film est réalisé par James Vanderbilt, dont il s'agit de son deuxième film après Truth, le prix de la vérité, qui est sorti en 2015. Donc lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur nos écrans obscurs. Et le film est avec Rami Malek. Voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur The Amateur l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir sur mon TikTok et mon Instagram. Je suis pas un grand fan de Rami Malek. Et
et avec Russell Crowe, le gladiateur dans Gladiator, qui n'a plus du tout la carrure d'un gladiateur. Et on va aborder la question du procès post-Seconde Guerre mondiale de Nuremberg, un procès ayant pour but de juger des gros nazes. Voilà, je dirais pas le mot, parce que on sait jamais. Et notamment Hermann Göring, le second du H, devant être... Je suis en train de relire le texte que j'ai écrit. Je me suis censuré à fond. Donc Hermann Göring, le second du H, devant être la Führer après le fameux H. Et dans tout ça, on va suivre le docteur Kelly, psychiatre, devant vérifier l'état psychologique des nazes et faire en sorte qu'ils ne se suicident pas. Alors techniquement, j'ai pas besoin de me censurer parce que je suis pas monétisé, donc ça sert à rien. Mais on sait jamais. C'est-à-dire que le jour où je serai monétisé, je serai peut-être content d'avoir un petit peu d'argent sur cette vidéo. Et ben le film est à la fois bien et pas bien. Je m'explique, ça va être rapide. Déjà, on nous explique la complexité d'organiser un procès de cette ampleur. Et c'est pas inintéressant, parce qu'il va être porté par un seul procureur en particulier. Il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas de jurisprudence pour ce genre de cas. À quel moment on juge des personnes qui ont causé autant de mal, autant de tort, qui ont causé la Seconde Guerre mondiale tout de même. Puis, vraiment, techniquement, tout le monde s'en fout d'un procès pour ces gros nazes, étant donné que tout le monde veut la mort de ces personnes-là, à ce moment-là, et c'est normal. Faire un procès, ça serait prendre le risque qu'ils soient jugés non coupables et donc potentiellement relâchés. Le procureur est tout de même obligé d'aller voir une certaine personne, en particulier, bien spécifique, pour appuyer l'organisation de ce procès, parce qu'il y tient, il croit en la justice. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très drôle. Je ne vous dis pas qui est cette personne parce que vraiment ça serait gâcher un truc, mais il y a un petit effet comique qui marche plutôt bien. Ensuite, on va nous présenter le personnage du docteur Kelly, un psychiatre un peu foufou et un peu drôle parce qu'il faut bien rendre le personnage un peu attirant histoire de suivre l'histoire et pas rendre le film Nuremberg complètement sur l'aspect documentaire, et surtout qui m'a l'air d'être très intelligent car à la première rencontre avec Göring, il avait capté pas mal de choses sur sa personnalité. Il m'a fait un peu penser à Patrick Jane dans Mentalist. J'espère vraiment que vous avez la ref. Voilà, c'est une superbe série. Allez la voir. Mais malheureusement, par la suite, il va être tellement con. C'est-à-dire que le premier abord qu'on va avoir avec lui, on va se dire « Putain, il est intelligent ». Et puis après, il va être con. Et c'est dommage parce que dans le film, il va quand même s'attacher à Hermann Göring. Il va rencontrer sa femme et sa fille. Il va l'aider sur pas mal de plans. Et en plein milieu du film, après une très longue séquence... Alors, une très longue séquence assez insoutenable, hein, sur de réelles archives sur les camps de concentration, où il va se dire « Mais non! Mais non! Le naze, il est méchant! Hermann Göring est méchant! Oh, bah mince alors, ça fait 2 heures de film que je suis en train de me dire qu'il est peut-être sympa finalement. » Et c'est dommage parce que du coup là on va jouer avec un jeu un peu compliqué avec le spectateur. C'est celui de se dire ok, les personnages ne sont pas au courant des atrocités des camps. Pour eux ils ont juste fait la guerre et ils ont une potentielle haine envers les juifs. Mais pas au-delà du visible, notamment par les camps. Mais le problème, c'est que nous, on a un recul historique nécessaire pour savoir que les nazes, c'est des gros connards. Et que lorsque le personnage principal s'attache à Göring, nous, en tant que spectateurs, on ne peut pas, parce qu'on sait derrière ce qui se passe, on sait ce sur quoi il a été capable. Et pourtant, le film va tenter de nous le rendre sympathique, va tenter par des jeux de mise en scène, de jeux d'acteurs plus ou moins bien réussis de la part de Russell Crowe, de se dire ok, vas-y, il est sympa, il y a même la femme et la fille, où on peut se dire c'est un père de famille aussi, mais putain, ça reste un naze, ça ne peut pas marcher. Et puis c'est dangereux du coup pour moi d'aborder ce sujet qui flirte avec le questionnement sur l'humanité des nazes, parce que encore une fois, on le sait que c'est des connards. Puis, vous savez que j'aime bien les films de procès. Je l'ai dit juste avant lorsqu'on parlait de Fur Ciné Libre. Mais là, le procès de Nuremberg, ils vont nous le rendre chiant. Parce que je vous ai dit, il va y avoir une séquence qui est assez longue, de 5 minutes, et assez insoutenable sur des images d'archives sur les camps de concentration. Parce que on va partir sur des termes, on va être sur un procès assez verbeux, qui va ne rien dire au final, et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment pas réussi à suivre. On va pas nous prendre par la main, ça sera pas didactique.
Et vraiment, je trouve ça dommage pour un procès qui pourtant a une importance capitale dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale tout de même. Et c'est ainsi que se termine notre émission du jour. Cette semaine a été plutôt bonne en soi, on va pas se le cacher. La semaine prochaine, on va se retrouver sûrement pour les légendaires. On va parler du Marsupilami de Philippe Lachaud. On va être sur une semaine assez BD, on va pas se le cacher. Et on va parler de Retour à Silent Hill. Et d'autres films sûrement, mais ça sera la surprise. Mais on risque d'en avoir des bonnes, des surprises. Sinon, on se retrouve dès vendredi pour les découvertes de la semaine où on va parler de Scream 2 de Twilight chapitre 1 Fascination et de Silent Hill. D'ici là, ayez votre ticket. Ciao! Prenez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Wow, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, ce cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. C'est juste que bien, c'est pas suffisant. Bah, c'est pas faux. Vers l'infini